Avec votre permission, et pour que je ne me plonge pas dans ce sujet, je vais essayer de donner à notre ami Pierre Stamboul, du BDS français, de nous donner sa façon de voir cette criminalisation. Merci. Je précise qu'en plus de BDS France, j'appartiens à l'Union juive française pour la paix. Je suis clairement antisioniste et je vais parler de la criminalisation du BDS en France. D'où elle vient? Elle vient d'abord d'une complicité de tous nos dirigeants politiques depuis très longtemps maintenant avec l'État d'Israël. Avant, ce n'était pas forcément le cas. Peut-être certains se souviennent du général de Gaulle arrêtant de vendre des armes à Israël en 1967, ou de Jacques Chirac protestant contre le comportement de l'armée israélienne dans sa visite à Jérusalem. Depuis 2007, c'est l'horreur. On a d'abord eu, en plein massacre de plomb durci, Nicolas Sarkozy qui assure Israël, je cite sa citation, que nous sommes à ses côtés pour assurer son droit à la sécurité. Et immédiatement, il envoie un porte-hélicoptère au large de Gaza pour maintenir le blocus. Du côté du Parti socialiste français, la complicité avec Israël est très ancienne. Il y avait eu l'expédition de Suez en 1956 avec Guy Mollet. C'est ce même parti qui a permis à Israël d'avoir l'arme nucléaire. Et donc on n'a pas à s'étonner du comportement de François Hollande. Le 14 juillet 2014, on est en plein pendant le massacre de Bordure Protectrice et l'ambassade de France à Tel Aviv organise un bal pour assurer les populations du sud d'Israël de sa solidarité face aux tirs de roquettes extrêmement fréquents. C'est la citation de l'ambassade de France. Manuel Valls est allé encore plus loin. Il a expliqué en 2011 à Strasbourg que par ma femme, je suis lié de manière éternelle à la communauté juive et à Israël. Je ne savais pas que c'était sexuellement transmissible. Et depuis, en septembre 2017, on l'a vu aux côtés d'Ayelet Shaked, la ministre de la Justice, avec beaucoup de guillemets, israélienne, celle qui explique que la mère de chaque martyr palestinien doit être tuée. Et on n'a pas rien de nouveau sous le soleil avec Emmanuel Macron, qui a reçu Benjamin Netanyahou dans l'anniversaire de la rafle du Val-d'Hiv, qu'il suffise de déporter, je trouve ça d'une obscénité sans nom, et il a dit devant Netanyahou, nous ne céderons rien à l'antisionisme, car il est la forme réinventée de l'antisémitisme. Il serait faux de croire que les dirigeants français ont cette position parce qu'ils sont mal informés. Pratiquement tous les jours, les diplomates français qui sont en Palestine envoient des rapports extrêmement précis sur les arrestations d'enfants, sur les maisons détruites, sur les extensions de colonies, sur les humiliations quotidiennes, sur les oliviers déracinés. Il y a même un consul qui m'a dit « c'est une situation coloniale, personne ne pourra dire que nous ne savions pas ». Donc la complicité des dirigeants français et européens, je dirais, elle a une autre explication. Israël, c'est leur État. Ce pays donne un formidable exemple de reconquête coloniale, de pacification, avec les guillemets qu'il faut y mettre, et d'enfermement de populations jugées dangereuses. Israël est un grand marchand d'armes perfectionné. Israël et les États féodaux du Golfe, c'est un levier pour tenir le Proche-Orient. Bref, une paix qui serait fondée sur le respect des droits n'intéresse pas les dirigeants français. L'apartheid leur convient tout à fait. Alors, qui est-ce qui en France mène la bataille contre le BDS? On a le CRIF, Conseil représentatif des institutions juives de France. Il est représentatif de rien du tout d'ailleurs. Il a été fondé en 1944, donc il est issu de la résistance. Pendant une certaine période, il y avait encore un débat pluraliste en son sein, et le CRIF est devenu, depuis maintenant une trentaine d'années, un lobby exactement à l'image de l'AIPAC aux États-Unis. Le CRIF fait régulièrement des déclarations d'un racisme assez décomplexé. Je cite son président Roger Kuckerman en 2002, quand Jean-Marie Le Pen est au deuxième tour des élections présidentielles, et il dit « Cette présence doit servir à réduire l'antisémitisme musulman et le comportement anti-israélien, parce que le score de Le Pen est un message aux musulmans leur indiquant de se tenir tranquille. » Il n'a pas été inquiété pour racisme là-dessus. En 2015, le même Kuckerman considérait que Marine Le Pen est totalement irréprochable. Le numéro 2 du CRIF, c'est Gilles William Goldnadel. Il est avocat de plusieurs dirigeants d'extrême droite français, Florian Philippot, Patrick Buisson. Très récemment, il a déclaré « Les colonies de peuplement contre la vie des autochtones, il y en a en Seine-Saint-Denis, un juif est moins étranger en Judée. » La Seine-Saint-Denis, c'est la banlieue nord de Paris. Et chaque année, le CRIF organise un dîner
Toute la classe politique est invitée. Ça coûte 100 € et on est invité à donner 800 €, c'est déductible d'impôt. Et tous les politiciens viennent et ils doivent absolument jurer fidélité à l'État d'Israël, sinon ils se font admonester et traiter d'antisémites. Il y a quelques dirigeants, heureusement, de gauche ou écologistes qui ne sont plus invités ou qui ne viennent plus. Les médias couvrent toujours ce dîner. Alors le CRIF, évidemment, depuis qu'il y a eu l'appel en BDS, le BDS est devenu l'ennemi principal. Le CRIF a remporté une grande victoire en février 2010. La ministre de la Justice de l'époque, Michèle Alliot-Marie, a écrit une circulaire qui demande au parquet, donc au procureur, d'engager des poursuites contre toutes les personnes appelant ou participant à des actions de boycott des produits déclarés israéliens. Elle s'est appuyée sur une loi de la presse qui date de 1881 et la circulaire assimile le boycott à de la provocation, à de la discrimination ou de la haine raciale. Cette circulaire a tout de suite été très critiquée par toutes les associations de défense des droits de l'homme. Michèle Alliot-Marie, c'est une gaulliste historique, donc on voit que le message ancien de Gaulle n'a pas survécu, et elle s'est rendue célèbre au moment de la révolution tunisienne. Elle a dû démissionner à la suite de ça, puisque au moment où il y avait les premières émeutes qui allaient emporter le président Ben Ali, elle a proposé à Ben Ali le savoir-faire de nos forces de sécurité qui est reconnu dans le monde entier et permet de régler les situations sécuritaires de ce type. C'est donc cette bonne dame qui nous a rendu cette circulaire qui n'a jamais été abrogée par aucun ministre de la Justice par la suite, même pas par Christiane Taubira. Qui sont les associations sionistes qui systématiquement portent plainte pour BDS? Il y en a plusieurs, mais elles sont toutes liées au CRIF. Il y a Avocats sans frontières qui a été créé par Gilles-William Goldnadel, qui lui en plus porte systématiquement plainte contre tous les juifs dissidents. Il a porté plainte contre Norman Finkelstein, il a porté plainte contre Pierre Morin. Et pour lui, de toute façon, si on est de gauche, on est antisémite. Mais il a le droit de porter plainte, il est là à tous les procès, il demande des sommes extravagantes. Il y a un organisme qui s'appelle le Bureau national de vigilance contre l'antisémitisme. C'est un beau titre, il y a une seule personne derrière, qui est un commissaire de police à la retraite, Sami Gozlan, qui a fait son alia, il est parti à Netanya en Israël. Il est clairement affiché à l'extrême droite, mais lui, il a parfaitement le droit d'ester en justice et de porter plainte, et il est considéré comme une association luttant contre les discriminations. Et puis il y a, évidemment, c'est beaucoup plus inquiétant, la LICRA, parmi les associations antiracistes historiques en France. Il y en avait une qui s'appelait autrefois la LICA, qui a joué un grand rôle dans la lutte contre l'antisémitisme et contre le fascisme, mais qui s'est transformée depuis une quarantaine d'années en une officine sioniste qui systématiquement porte plainte chaque fois qu'il y a la moindre critique d'Israël. Elle a été dirigée par l'ex-conseiller de Charles Pasqua, qui n'était pas un exemple de lutte contre les discriminations. Elle considère que le terme islamophobie est une imposture à combattre. Elle est l'interlocuteur privilégié de plusieurs ministères en France, le ministère de l'Intérieur, de la Justice et de l'Éducation. Elle reçoit des subventions absolument énormes et porte plainte systématiquement. Et dans les procès, on trouve aussi de temps en temps la Chambre de commerce France-Israël, l'association Alliance France-Israël et même Teva France qui a porté plainte d'une fois. Il y a un débat en France qui a quand même, faut en parler ici, c'est le débat entre, du côté du mouvement de solidarité, entre boycott partiel et boycott total. Dans le mouvement de solidarité en France, il y a des gens qui luttent honnêtement contre toute criminalisation du BDS, mais qui n'y sont pas favorables. Hélas, la Ligue des droits de l'homme. Et il y en a d'autres qui considèrent que puisque l'ONU a reconnu l'Israël dans ses frontières de 1967, il faut se contenter de demander le boycott des produits économiques. Dans mon association, l'Union juive française pour la paix, une telle distinction nous paraît ni juste ni réalisable. Nous faisons nôtre les trois objectifs du BDS, liberté, égalité, justice. Nous ne laissons pas de côté les Palestiniens d'Israël ou le droit au retour des réfugiés. C'est Israël qui colonise, qui occupe, qui pratique l'apartheid, qui commet des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. C'est l'État d'Israël qui doit être condamné et puni. Nous sommes partisans d'un boycott total, politique, économique, commercial, militaire, sportif, syndical, universitaire, culturel. La distinction entre l'Israël d'avant 1967 et les colonies ne nous paraît pas juste politiquement, et à nos yeux, c'est devenu une mission impossible. Israël ignore totalement la ligne verte. Aucun organisme international ne s'est donné les moyens d'imposer cette distinction.
Alors j'ai parlé de ces différences qu'il y a en France. Sachez qu'au niveau des procès BDS, ça n'a eu aucune conséquence. C'est-à-dire que systématiquement, les officiers sionistes ont porté plainte que les militants pratiquent le BDS partiel ou le BDS total. Alors je vais parler maintenant des procès. On a eu des succès au début. D'abord, dans aucun des procès qui ont eu lieu, on n'a jamais parlé d'antisémitisme. C'est-à-dire que les procureurs, prudemment, se sont retranchés derrière la discrimination ou vis-à-vis de produits ou vis-à-vis d'une origine nationale. Il n'y a pas eu de plainte pour antisémitisme. Il y a eu aussi très souvent, les procureurs ont reçu des plaintes et les ont pas, ça n'a pas débouché sur un procès. Ils n'ont pas enregistré les plaintes, ça s'est même passé dans une majorité de cas. Au début, dans les procès qui ont eu lieu, on a gagné. On gagne, donc ça c'est dans les années 2011-2012, on va gagner au procès de Bobigny, relax complète, on va gagner au procès à Paris, on va gagner en 2012 un grand procès contre 7 militants à Pontoise, et on gagne encore à l'été 2013 avec la relaxe de 3 militants à Perpignan. Et les choses s'inversent, fin 2013, début 2014. Si on gagne en première instance 2 procès importants pour BDS partiel à Alençon et à Mulhouse, on perd en appel et la Cour de cassation confirme la condamnation. Donc ça c'est très grave, ça se passe le 20 octobre 2015. Le pensionniste immédiatement a exulté, il a dit le BDS est illégal en France, on a gagné. Il n'en est rien. D'abord évidemment pour que le BDS soit illégal il faudrait une loi, il n'y a pas de loi. Et puis il y a un recours qui a été envoyé à la Cour européenne des droits de l'homme, on n'a pas encore de jugement, mais on est quand même de plus en plus optimiste. Alors on est optimiste pourquoi? Il y a la déclaration de Federica Mogherini, évidemment elle est contre le BDS, mais elle déclare clairement quand même l'Union européenne se situe fermement dans le soutien à la liberté d'expression et d'association, conformément à la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qui s'applique sur le territoire des États membres de l'Union européenne, y compris en ce qui concerne les actions BDS menées sur ce territoire. Donc c'est quand même assez clair. Il y a eu un très grand nombre d'associations, la Fédération internationale des droits de l'homme, Amnesty International, en tout 354 organisations des droits de l'homme, associations religieuses, syndicats et partis politiques, qui ont demandé le 18 mai 2016 à l'Union européenne de défendre le BDS. Il y a des gouvernements aux Pays-Bas, en Irlande et en Suède qui ont affirmé que le BDS est un droit légitime. En Grande-Bretagne, on en a parlé tout à l'heure, la Haute Cour a permis aux conseils municipaux le boycott des produits d'écologie. Même l'internationale socialiste, à laquelle appartient le Parti socialiste français, a reconnu BDS comme une tactique légitime de lutte contre l'occupation. Dans l'optimisme que je donne, il y a le fait qu'on a gagné les 2 procès de 2016. On gagne en 2016 à Metz un procès contre un militant qui avait appelé les pharmaciens à boycotter Teva. Alors les sionistes font appel, mais on a quand même bon espoir. Et on gagne aussi dans un procès qui est quand même assez tordu, dont je dois parler. À Montpellier, ce sont des associations antiracistes, le MRAP et la Ligue des droits de l'homme, qui portent plainte contre 2 militants BDS pour antisémitisme. Cet antisémitisme n'était absolument pas avéré du tout, c'était une erreur qu'ils avaient faite sur Facebook. Immédiatement, les associations sionistes de droite et d'extrême droite sont allées aussi au procès. Et dans cette alliance contre nature, fort heureusement, nos militants ont été complètement relaxés. Alors, je vais terminer, pour être dans le temps imparti, pour vous dire que non, le boycott n'est pas illégal. Là, je reproduis un petit peu ce que l'agence Média Palestine en France a expliqué. Premièrement, l'arrêt de la Cour de cassation n'a interdit que le boycott des produits des colonies israéliennes, en attendant l'appel que nous faisons au niveau européen. Mais elle n'a interdit ni les appels au boycott universitaire, syndical, culturel, artistique ou sportif, et cet arrêt ne fait pas jurisprudence, il ne fait pas force de loi, et il a été très critiqué par toutes les associations des droits de l'homme. Il est faux de dire qu'on aurait plus le droit en France d'appeler au boycott du régime israélien d'apartheid. Il ne faut pas oublier que dans BDS, il y a le D et il y a le S, et donc on a parfaitement le droit de demander à toutes les entreprises de se désengager d'Israël, c'est le D de désinvestissement, et on a parfaitement le droit de se battre contre l'impunité de cet État voyou, c'est le S de sanctions. Il est vrai qu'en France, il y a une très forte campagne
contre les militants de la campagne BDS. Mais cette campagne ne repose que sur une circulaire qui peut très bien être abrogée, et cette circulaire a été qualifiée par le plus grand syndicat de magistrats d'attentat juridique d'une rare violence. On peut parfaitement en France porter le t-shirt BDS, que je le porte assez régulièrement en France, et toute intimidation ou menace sur ce t-shirt est antidémocratique. Ce qui est vrai, c'est qu'en France, il y a de plus en plus de menaces sur la liberté d'expression. C'est vrai que les autorités de l'État essaient de nous faire taire, mais vous avez vu qu'en France, il n'y a pas que nous qu'on essaie de faire taire, puisque lors des manifestations de l'an dernier, on a eu pour la première fois des manifestations interdites ou des manifestations en cage. On se serait cru à Gaza. Eh bien, nous ne le laisserons pas faire. L'appel au BDS ne demande pas la lune. Il demande trois choses: la liberté, l'égalité et la justice. Ce combat solidaire continuera, en France comme ailleurs.